L'équation dans la bande de Gaza reste inchangée depuis 2018. C'est le calme qu'on négocie contre de l'argent, le calme qu'on achète littéralement du côté israélien avec cette manne financière qui parvient plus ou moins régulièrement du Qatar. Maxime Pérez, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avions besoin de votre éclairage pour mieux comprendre comment, presque brusquement, la région du pourtour de la bande de Gaza s'est embrasée au sens propre et au sens figuré, avec une multiplication sans précédent d'envoi de ballons incendiaires. Pas moins de 30 incendies provoqués par ces ballons au cours des 24 dernières heures. C'est apparemment sans précédent depuis 2 ans. Comment peut-on expliquer ce regain de tension ? Écoutez, l'équation dans la bande de Gaza reste inchangée depuis 2018. C'est le calme qu'on négocie contre de l'argent, le calme qu'on achète littéralement du côté israélien avec cette manne financière qui parvient plus ou moins régulièrement du Qatar, principal pourvoyeur de fonds de la bande de Gaza, peut-être même pourrait-on dire du Hamas, sauf que cet argent n'est pas arrivé ces dernières semaines, que le Hamas et les autres groupes palestiniens, comme ils en ont l'habitude, et comme ils comprennent évidemment comment fonctionne ce petit jeu depuis un moment, ont cette fâcheuse tendance à réchauffer la frontière sud d'Israël à travers ces lancés de ballons incendiaires ou explosifs qui ont provoqué des dommages assez importants dans les communautés israéliennes frontalières de Gaza. Mais il y a évidemment un risque que cet embrasement aille plus loin parce qu'Israël, même si pour l'instant l'armée fait preuve d'une certaine retenue, ne pourra pas accepter très longtemps que ce petit manège rappelez-vous l'été 2019 où des récoltes entières avaient été détruites et encore une fois, c'est toute la politique israélienne qui se retrouve un petit peu bloquée dans ses contradictions, peut-être même dans son inertie, puisque il n'y a pas à proprement parler d'initiative aujourd'hui dans la bande de Gaza. On parle souvent d'un arrangement avec le Hamas, mais pour l'instant, il y a de temps à autre des discussions. On a parlé récemment d'un possible échange de prisonniers, mais la situation est telle à Gaza avec évidemment ce problème de chômage, sanitaire assez difficile que ce problème de lancer de ballons, ces possibles roquettes qui pourraient à nouveau tomber contre les localités frontalières israéliennes dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, tout ça risque d'être amené à se reproduire de façon assez régulière dans les prochains mois s'il n'y a pas de solution. Alors, est-ce que cela signifie d'abord que la trêve, entre guillemets, imposée par le coronavirus est terminée, c'est-à-dire que pendant les derniers mois, on va dire même la population de Gaza, le Hamas était préoccupé par la contamination et par une tentative de freiner cette contamination. Aujourd'hui, elle est maîtrisée et donc le Hamas peut se soucier d'autres problèmes, reprendre ses mauvaises habitudes ? Oui, c'est vrai que les autorités à Gaza, le Hamas, ont eu une peur bleue, littéralement, de cette pandémie, évidemment l'étroiteté de ce territoire sous leur contrôle. Il y a eu une épidémie qui a été relativement contrôlée, si ce n'est qu'aujourd'hui, Daniel, vous devez peut-être le savoir, le point de passage de Rafah va être rouvert aux Palestiniens du côté égyptien de la frontière et plusieurs milliers d'entre eux vont pouvoir rentrer dans la bande de Gaza. Elles seront automatiquement placées en quarantaine, mais ces derniers mois, la plupart des cas positifs recensés du côté de la bande de Gaza sont venus justement de ces Palestiniens arrivés en dehors de la bande de Gaza. Toujours est-il qu'effectivement, on sent bien qu'à partir du moment où il y a une accalmie sur le plan sanitaire à Gaza, le Hamas reprend ses mauvaises habitudes. Il est de toute façon dans une logique de confrontation avec l'armée israélienne. Et il sait bien que cette politique paye, Daniel, puisque à chaque fois qu'il a exercé ce genre de pression sur la frontière sud d'Israël, assez vite, les autorités israéliennes se sont mis en branle pour récolter, pour essayer de faire transiter aussi vite que possible cet argent en provenance du Qatar. Et c'est ce qui risque de se passer aussi, c'est-à-dire que là aussi, on va dire indirectement, à travers
les roquettes qui ont été tirées vers la mer et les ballons incendiaires, parce que il y a eu aussi plusieurs roquettes qui ont été tirées vers la mer hier. Le Hamas demande tout simplement, on va dire, à sa manière, à Israël, d'intercéder auprès du Qatar pour qu'il verse le plus rapidement possible les 25 millions de dollars mensuels. Oui, et ce d'autant plus que du côté des autorités israéliennes et de l'armée, on n'a pas forcément d'intérêt pour le moment à une escalade dans la bande de Gaza, escalade militaire. Là aussi, l'équation n'a pas changé depuis 2 ans. Les yeux, dit-on, du côté de l'état-major sont toujours rivés vers le nord du pays, pas seulement vers la frontière libanaise, qui s'est brusquement réchauffée ces dernières semaines, mais vers ce front nord qui s'étend jusqu'en Syrie et bien au-delà d'ailleurs. Si l'on se réfère à un certain nombre de frappes attribuées à l'aviation israélienne ces derniers mois, y compris dans des régions éloignées comme l'Irak. Donc voilà la priorité des Israéliens. Et tant que ce problème ne sera pas réglé, si tant est qu'il puisse être réglé par la voie militaire, eh bien on risque d'assister à cette politique de retenue dans la bande de Gaza qui commence malheureusement à sérieusement écorner le moral de la population israélienne, population de pionniers, de kibbutzniks qui sont pourtant très amoureux de leur terre, qui ne veulent en aucun cas quitter cette région, mais qui de nouveau vivent dans ces journées absolument infernales où ils doivent traiter des incendies, gérer ces explosions qui perturbent évidemment leur quotidien. Alors, on avait eu le sentiment, au milieu de la crise du coronavirus, et justement en raison de cette crise, qu'il y avait une fenêtre d'opportunité pour conclure un accord qui aurait pu permettre la restitution des corps des 2 soldats israéliens, Oron Shaul et Hadar Goldin, des 2 civils israéliens qui sont détenus par le Hamas. Et puis, finalement, tout cela s'est tassé, pas de résultat, pas de développement de ce côté-là. Est-ce que Israël n'a pas raté une opportunité à ce moment-là de régler ce problème ? Alors vous savez, c'est toujours très difficile de savoir ce qui réellement se passe dans les coulisses des négociations entre Israël et le Hamas. Il y a aussi tout un aspect lié à la guerre psychologique que se livrent à la fois Israël et l'organisation terroriste, ce qui fait qu'on ne sait pas réellement quelle proposition a été mise sur la table. Évidemment, le Hamas comprend depuis des années qu'il peut passer la barre très haut et demander la libération d'un nombre très élevé de terroristes. Il y a ce qu'on pourrait appeler la jurisprudence de l'accord Shalit en 2011 qui a, vous le savez, abouti au retour de ce soldat israélien captif en échange de la libération de 1000 détenus palestiniens. Le Hamas croit toujours qu'il peut obtenir ce genre de concession des autorités israéliennes, alors que du côté du gouvernement israélien, aujourd'hui, notamment à droite de l'échiquier politique, on a bien fait passer le message que cela ne se reproduira plus, qu'un corps sera échangé contre un détenu palestinien de manière égale, qu'il n'y aura pas de disproportion dans ce genre de négociations. Et tant que le Hamas n'aura pas compris que les Israéliens sont déterminés à ne plus céder sur ce point-là, il sera très difficile d'envisager un accord de prisonniers. Et le risque existe parallèlement, Daniel, à ce qu'on assiste à d'autres tentatives de kidnapping ou d'enlèvement du côté du Hamas ou d'autres factions palestiniennes, parce qu'évidemment la question des prisonniers palestiniens est sacrée à Gaza, comme elle l'est du côté de la Judée-Samarie, dans les villes sous contrôle de l'autorité palestinienne. C'est un sujet extrêmement important à la société palestinienne et c'est la raison pour laquelle il est à redouter que d'autres tentatives aient lieu tôt ou tard contre des soldats, contre des civils israéliens. Dites-moi si je me trompe, mais on a toujours le sentiment qu'il y a une sorte de balancier. Lorsque ça chauffe dans le sud, ça se calme dans le nord, ou on va dire lorsque ça se calme dans le nord, ça chauffe dans le sud. Lorsque ça se calme dans le sud, le nord risque de s'embraser. C'est un peu ce à quoi on a assisté ces dernières semaines, puisque finalement on voit qu'après ce qui s'est passé à Beyrouth, eh bien la frontière israélo-libanaise, dites-moi si je me trompe, s'est relativement calmée, et soudain, brusquement, ça se
ça s'embrasse du côté de Gaza et inversement. Il y a une sorte de balancier comme ça? Oui, c'est vrai que l'armée israélienne a légèrement diminué son dispositif d'alerte hier soir à la frontière libanaise, notamment en démobilisant les forces spéciales qui avaient été envoyées sur le front nord ces 3 dernières semaines. Mais il y a encore un dispositif important, mais c'est vrai qu'on assiste à chaque fois à ce basculement du front sud vers le front nord, du front nord vers le front sud, parfois même avec quelques épisodes de violence en Judée-Samarie. Mais Daniel, il ne suffit pas d'être devin pour apporter la réponse à votre question. Je crois que tout simplement, on est aujourd'hui dans une dynamique d'escalade de tensions face à des problèmes sécuritaires extrêmement sérieux pour Israël auxquels les autorités et l'armée n'ont pas encore trouvé la parade. Par exemple, dans le nord, dans cet entre-deux-guerres où clandestinement l'armée israélienne essaie de diminuer la puissance de frappe du Hezbollah et qui essaie de freiner l'implantation de militaires de l'Iran en Syrie. Et du côté de la bande de Gaza, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, il y a tout simplement à l'esprit d'essayer autant que possible d'acheter le calme, de trouver toutes sortes de presque de subterfuges pour calmer les ardeurs du Hamas, qui doit parfois lui aussi qui voit parfois son autorité défiée par des groupes de moindre importance, les groupes salafistes, le djihad islamique qui lui mène la vie dure dans la bande de Gaza, et Israël est souvent l'otage d'ailleurs de ces luttes intestines. Alors, je voudrais, pour terminer notre conversation, Maxime, vous poser une question, sans rentrer dans l'aspect politique de la question. La décision de la Cour suprême hier de ne pas détruire la maison d'un terroriste qui est responsable de l'assassinat du soldat, du sergent Hamid Ben Igal, il y a quelques mois, suscite beaucoup de polémiques, mais il y a un débat et elle repose à nouveau le débat de l'impact de la force de dissuasion d'une telle mesure concernant les Palestiniens. Est-ce que la destruction de maisons est aujourd'hui pour les Palestiniens une mesure dissuasive avant tout, ou non? Alors c'est une question qui divise la Cour suprême, qui divise d'ailleurs même l'establishment sécuritaire israélien, pas uniquement au niveau de l'armée, au niveau du Shabak. Il faut savoir qu'à chaque fois que l'armée israélienne s'en va dynamiter l'une de ces maisons ou l'une des pièces ayant abrité un terroriste palestinien, eh bien, il y a des risques d'accrochage avec la population locale, avec des éléments armés, avec le terroriste palestinien même, qui n'a pas toujours été arrêté au moment des faits. C'est une politique qui existe, Daniel, depuis le début des années 90 en Israël et qui a été un petit peu remise à l'ordre du jour au moment de l'intifada des couteaux, aux alentours de 2014-2015, quand Israël s'est retrouvé un petit peu démuni face à ce nouveau phénomène de loup solitaire. Alors, vous savez, le problème, c'est que quand vous détruisez une maison du côté dans un village ou dans une agglomération palestinienne, eh bien assez vite il y a une solidarité, il y a même parfois une aide de l'autorité palestinienne qui va faire que eh bien cette maison va être reconstruite soit au même endroit, soit à quelques pâtés de maisons plus loin, et il n'est pas dit évidemment, Daniel, que cette politique soit dissuasive, parce qu'il n'y a pas. Mais il y avait, dites-moi si je me trompe, que cette simple destruction. Il y avait, dites-moi si je me trompe, Maxime, il y avait à une époque des preuves selon lesquelles, eh bien, par exemple, les parents de terroristes téléphonaient à l'armée en leur disant: attention, notre enfant est en train de préparer un attentat, nous ne voulons pas en subir les conséquences, essayez de l'arrêter. Ce sont des scènes qui se sont déjà produites dans les territoires, n'est-ce pas? Bien sûr, et vous le savez, l'armée israélienne a mené quelques opérations de police, parfois pourrait-on même dire de police de proximité, de voisinage, quand au moment justement de cette vague d'attaques couteaux menée parfois par de très jeunes adolescents palestiniens, eh bien des officiers israéliens en pleine nuit sont allés frapper à la porte de familles palestiniennes, de parents, parce qu'ils ont vu que sur les réseaux sociaux leurs enfants étaient en train un petit peu d'annoncer un passage à l'acte assez imminent pour les raisonner. Donc il y a côté israélien cette volonté de ne pas mettre
si je puis dire, tous les œufs dans le même panier, de condamner une famille tout entière à cause de l'acte d'un de ses enfants. Mais là, Daniel, il s'agit toutefois d'un adulte. La problématique est peut-être différente, mais il faut également rappeler que tous ces Palestiniens, quelle que soit leur motivation et la cruauté de leurs actes, sont défendus par des avocats parfois israéliens, Oui. avec la moindre faille dans le système judiciaire israélien pour essayer de limiter autant que possible leur condamnation. Et ce recours qui vise à détruire la maison de terroristes palestiniens, il est combattu aujourd'hui par tous ces avocats. Ça fait des années qu'un certain nombre sont engagés dans des procédures qui vont parfois, vous l'avez vu, jusqu'à la Cour suprême pour remettre en cause, pour même essayer à faire stopper cette politique qu'eux jugent pour le coup criminelle, qu'ils considèrent comme ni plus ni moins un recours à la punition collective. Eh bien, Maxime Pérez, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur tous ces dossiers sécuritaires qui sont d'actualité brûlante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.